Bonsoir, bienvenue pour cette conférence sur les ventes particulières. Donc cette conférence qui dure 1 heure va se dérouler de la façon suivante. Je vais vous exposer les ventes dont nous allons parler et puis je vous laisserai ensuite un temps de questions si vous avez des points particuliers ou des questions à poser à l'issue des développements. Donc nous allons parler de vente. Qu'est-ce que la vente? La vente, c'est un transfert de propriété, c'est-à-dire qu'un vendeur vend un bien contre un prix. Je vais vous mettre ça, voilà. Un vendeur vend contre un prix et ça porte sur votre résidence principale ou une résidence secondaire ou des biens à usage locatif. Cette opération se passe en général en 2 étapes. Une étape qui est celle qu'on appelle de l'avant-contrat et puis ensuite une étape qui vous rend définitivement propriétaire, qui est ce que l'on appelle l'acte définitif. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler des ventes classiques, mais des ventes particulières, donc qui ont un point spécifique. Nous parlerons donc des ventes dans lesquelles le bien est pris à un usage différé, la vente en viager notamment, les biens qui sont loués, que vous achetez loués, et puis le démembrement de propriété, pardon. Et puis ensuite, nous parlerons des ventes qui sont avec un prix payé plus tard, ce que l'on appelle la vente à terme, ou la vente en état futur d'achèvement, ou encore la location-accession. Donc, dans un second temps, la question du prix, dans un premier temps, la question de l'occupation. La vente en viager, c'est une opération qui consiste à vendre un bien de manière définitive, c'est-à-dire le bien est définitivement cédé, soit libre, soit occupé, c'est-à-dire que le vendeur peut rester dans les lieux ou alors il peut libérer le bien, avec une particularité, c'est que le prix en réalité va être payé en fonction de la durée de vie du vendeur. Alors en général du vendeur, mais je pourrais dire aussi que ça pourrait très bien être constitué sur la tête d'une autre personne, ça pourrait être un tiers ou ça peut être le conjoint, ça peut même être les deux. Cette vente a la particularité de se produire de la façon suivante, c'est-à-dire que le prix est payé en général avec une petite partie comptant, mais ça n'est pas obligatoire, et le solde du prix, c'est ce que l'on appelle une rente, et cette rente est payée la durée de vie de la personne sur laquelle le temps de rente est constitué. En général, le vendeur et ou son conjoint. Cette vente, c'est un contrat aléatoire. Pourquoi on dit que c'est un contrat aléatoire? Parce que justement, il est indexé, ou en tout cas, elle est alignée sur la durée de vie du vendeur ou de la personne que l'on a décidé de désigner. C'est un moyen pour des personnes âgées qui n'auraient pas envie de transmettre leur logement, de se constituer un revenu complémentaire et de transmettre le bien. Ça peut être un moyen aussi de se constituer un patrimoine parce que la rente qui est versée est en fonction de la durée de vie, on va le voir, de la personne qui vend. Ça peut permettre, si cette durée est assez longue, d'avoir une rente qui finalement est assez faible, de constituer un patrimoine pour plus tard. D'une façon générale, tous les biens peuvent faire l'objet, alors juste je vérifie avec vous, non, voilà, donc on va rester là. D'une manière générale, tous les biens peuvent faire l'objet d'une vente en viager. La condition majeure, c'est que le prix de la rente soit réel et sérieux, c'est-à-dire que si le prix ne correspond pas à la réalité de la valeur du bien, c'est une cause de nullité de l'acte. C'est également un risque fiscal important puisque l'administration pourrait considérer qu'il s'agit d'une donation. Et une donation entre personnes qui n'ont pas de lien de parenté, ça fait 60% de taxes. De la même façon, comme on parle d'aléa, ça veut dire que c'est une vente qui doit, évidemment dans laquelle on ne doit pas savoir, donc l'acquéreur ne doit pas avoir la connaissance du fait que le vendeur est en mauvaise santé ou risque de décéder à court terme. Spécialement dans les 20 jours du contrat, la loi est très claire, c'est le contrat est nul. De la même façon, si le vendeur décède à court terme parce qu'il avait une maladie et que cette maladie était connue de l'acquéreur, c'est aussi une cause de nullité de l'acte.
Pourquoi? Pour préserver l'aléa, parce que le principe c'est de fixer cette vente sur la durée de vie d'une personne sans qu'on sache à quel moment cette vie va s'arrêter. Un petit point juste de précision, est-ce qu'on peut faire un viager au profit de ses enfants? La loi ne l'interdit pas, cependant il n'est pas toujours judicieux de le faire, spécialement quand on a plusieurs enfants, parce que cette vente en viager à l'un de ses enfants sera considérée comme une donation hors part successorale, si les autres enfants n'y ont pas consenti. De la même façon, il serait inapproprié de vendre en viager à ses enfants qui ne verseraient pas la rente, parce que là, on aurait également une problématique fiscale et un risque de voir la vente requalifiée en donation, évidemment pour les mêmes raisons que si le prix n'est pas payé, la qualification de l'acte change. Alors comment se passe le paiement du prix et la fixation du prix? D'une manière générale, le prix est librement fixé en considérant quand même, c'est ce que je vous disais, qu'il doit correspondre à la valeur réelle de l'immeuble. Donc le prix peut être pour partie comptant, c'est ce que l'on appelle le bouquet, et pour le solde sous forme de rente ou pour la totalité sous forme de rente. La rente étant fixée en fonction de la valeur du bien et de sa rentabilité, de l'existence ou non du bouquet, c'est-à-dire de la partie comptant, évidemment de l'espérance de vie du vendeur, que l'on appelle le crédit rentier, de l'éventualité d'une clause que l'on appelle de réversibilité, c'est-à-dire je vends et si je viens à décéder, la rente ne s'arrêtera pas, elle se poursuivra au profit d'une autre personne qui en général est mon conjoint. Et enfin, du fait de savoir si le bien est vendu libre ou occupé. On n'a pas tout à fait la même valeur de rente dans un cas et dans l'autre. Donc comme je vous le disais, cette rente, elle s'éteint par le décès du vendeur. En général, c'est sur sa tête que l'on a constitué cette rente, ou de son conjoint, ou de la personne sur laquelle on a constitué la réversibilité de la rente. Alors, comme c'est une vente dans laquelle le vendeur vend, mais qu'il n'a pas le prix immédiatement, il y a quand même un certain nombre de précautions à prendre concernant les garanties que l'on donne au vendeur, parce que le vendeur délivre son bien, mais n'est pas payé immédiatement de la totalité de son prix. Donc ce qui est fait évidemment généralement, c'est le fait de prendre ce qu'on appelle une garantie inscription d'un privilège de vendeur. Ça veut dire que si par cas le prix n'était pas payé, le vendeur pourrait agir pour récupérer la propriété de son bien. Il serait donc prioritaire. Raison pour laquelle, en général, l'acte comporte ce que l'on appelle aussi une clause résolutoire de plein droit. Cela signifie que si le prix n'est pas payé, de plein droit, le vendeur peut agir pour annuler la vente et récupérer son bien. Normalement, les rentes qui ont été versées, du coup, doivent être restituées. En général, les actes de vente prévoient qu'à titre de pénalité, ces sommes qui ont été versées restent acquises au vendeur. Naturellement, ces dispositions-là, elles sont toujours appréciables par les tribunaux, puisque lorsque l'on rentre dans cette problématique de récupération du bien, on rentre quand même dans une phase qui est potentiellement contentieuse, et donc le tribunal a seule vocation à juger les pénalités qui ont pu être fixées. La fiscalité de la vente en viager, c'est une fiscalité classique au droit d'enregistrement, pour ce qui concerne la vente elle-même, donc pour l'acquéreur. En ce qui concerne le vendeur, le montant de la rente sera imposable au titre de l'impôt sur le revenu, et une fraction seulement de cette rente sera imposée en fonction de l'âge du vendeur. Et pour vous donner une idée, si le vendeur a moins de 50 ans, la rente va être imposée à 70%. Si il a 70 ans et plus, elle sera imposée à 30%. Donc ça peut effectivement être un moyen de vendre et d'avoir une situation plutôt appréciable, en sachant que si c'est un couple qui vend, c'est l'âge de l'aîné des conjoints qui est pris en considération. Si la vente a été donc réalisée en viager, est-ce que l'acquéreur peut revendre son bien? Oui, c'est possible, mais ça supposera généralement l'intervention, et tout à fait certainement même, du vendeur, du premier vendeur,
pour la garantie que nous venons de voir, qui était la garantie de privilège de vendeur, parce que quand je fais un contrat en viager, il y a quand même une forme de confiance avec mon acquéreur, et si mon acquéreur lui-même souhaite revendre, moi, premier vendeur, je vais vouloir avoir la certitude que ma rente sera de nouveau correctement payée, et je n'ai pas le risque de me retrouver avec une action à mener pour récupérer mon bien. Qu'est-ce qui se passe en cas de décès? Alors, si le décès intervient du côté du vendeur, la rente s'arrête, sauf si, bien sûr, cette rente était stipulée réversible, c'est-à-dire si elle se poursuivait avec un tiers ou avec mon conjoint. Si en revanche c'est l'acquéreur qui décède, eh bien là, le paiement de la rente doit se poursuivre. Ça veut dire que les héritiers de l'acquéreur, bien sûr, sont tenus de poursuivre le paiement de la rente. L'un des cas les plus connus dans notre pays, c'est le cas de Jeanne Calment, dont les acquéreurs ont poursuivi le paiement assez longuement. Voilà pour ce qui concerne la vente en viager. Une autre façon d'acquérir est celle d'acquérir, et d'acquérir un bien qui est loué. Alors, un bien qui est loué, c'est une forme d'investissement, c'est-à-dire que le bien est occupé, la particularité étant que je vais en devenir propriétaire, mais je ne vais pas immédiatement pouvoir en prendre possession. Je vais donc reprendre le bail en cours, c'est-à-dire que le bail se transmet. Ça veut dire qu'au moment de la vente, avec mon vendeur, je vais avoir des comptes à faire pour vérifier les loyers, pour vérifier si le locataire est à jour de ses paiements, pour récupérer et transmettre ce que l'on appelle le dépôt de garantie que le locataire a versé et qu'il faudra évidemment restituer en fin de bail. Et donc c'est l'acquéreur qui aura cette charge, puisqu'il prend la suite du bail. Donc tous ces comptes-là sont faits avec votre notaire au moment de la signature de l'acte. Il est important de savoir que depuis la loi du 24 mars 2014, qui est la loi Allure, lorsqu'on achète un bien qui est occupé, cela prolonge la durée du bail. Cela signifie que si vous achetez un bien qui est loué, vous ne pourrez pas immédiatement le reprendre, soit pour l'occuper vous-même, soit pour le vendre à nouveau, c'est-à-dire demander au locataire de partir en vue de la vente. Ce qui est possible, mais en tout cas pas immédiatement. Si j'achète un bien qui est déjà loué, la loi prévoit que la durée du bail est prolongée à minima de 2 ans pour le cas d'un congé pour reprise et d'un terme supplémentaire, donc 3 ans pour un congé pour vendre. Ce qui est important de savoir, parce que si vous achetez un bien qui est loué en vous disant je l'achète loué, ça va me faire un petit investissement sur la durée du bail en cours et puis après je vais le récupérer, c'est peut-être pas possible immédiatement. Donc c'est bien quand même de savoir ce point. Notez que la durée d'un bail habitation, c'est 3 ans, sauf si le propriétaire est une société, auquel cas la durée du bail est de 6 ans. Enfin, notez que le locataire qui reste en place ne dispose pas d'un droit de préemption, sauf des cas particuliers, dans la mesure où il reste dans le bien. Autrement dit, si je ne dis pas au locataire qu'il doit partir, il n'a normalement pas de droit de préemption, avec quand même des précautions d'usage, parce que dans certains cas, il pourrait y en avoir un. Et donner congé à son locataire suppose un formalisme assez précis, spécialement dans les baux d'habitation de la loi de 89, raison pour laquelle, lorsque vous devez donner congé, vous dites j'ai acheté un bien qui est occupé, ça c'était formidable, j'ai pu le louer, j'ai récupéré des revenus, puis désormais je voudrais le vendre, mais libre. C'est-à-dire je voudrais que le locataire parte, il faudra lui donner congé dans les 6 mois qui précèdent la fin du bail, donc 3 ans en général, et il faudra le faire selon un formalisme extrêmement précis, ce pourquoi je vous invite à faire appel à un professionnel, un huissier en particulier est la bonne personne à laquelle il faut s'adresser, pour être certain de respecter le formalisme, à défaut de quoi, si vous ne respectez pas le formalisme, on ne peut pas rattraper la situation. Autrement dit, si vous ne respectez pas les obligations prévues dans la loi, le bail va se poursuivre, quand bien même vous auriez dit au locataire, écoutez, je voudrais que vous partiez, ça ne sera pas bon, il faudra trouver une autre solution, ou on repartira pour 3 ans. Voilà pour ce qui est de la vente d'un bien qui est loué, qui est la deuxième configuration dans laquelle vous ne récupérez pas immédiatement l'occupation du bien dont vous êtes propriétaire.
Une autre façon de devenir propriétaire et d'acquérir est ce que l'on appelle le démembrement de propriété. Qu'est-ce que le démembrement de propriété? La propriété, la pleine propriété, elle se partage, on va dire, en deux morceaux. Un morceau que l'on appelle l'usufruit, et donc l'utilisation, et un morceau que l'on appelle la nue propriété, qui est donc la propriété sans l'utilisation. Moi, je dis que c'est un droit virtuel, en fait. On est propriétaire, mais on n'a pas l'utilisation du bien. Alors, le Code civil organise très bien les règles du jeu entre l'usufruitier et le nu propriétaire, c'est-à-dire chacun a des droits et des obligations. La principale règle en fait à retenir, c'est que l'usufruitier est celui qui a l'utilisation du bien, l'usage, c'est donc celui qui garde le bien et ses revenus. C'est lui aussi qui garde l'administration du bien, sa gestion. Donc il dispose quand même d'un pouvoir qui est un pouvoir plus important que celui d'un simple locataire. Il a des droits plus importants que celui d'un simple occupant. Il peut conclure des baux d'habitation sans avoir l'accord des nus propriétaires. En revanche, pour des baux qui engagent pour une plus longue durée, comme le bail commercial ou le bail rural, il a besoin de l'accord des nus propriétaires, si l'on veut que la totalité des avantages de ces baux puissent se poursuivre à l'issue, à la fin de l'usufruit, si l'on veut que ce soit opposable aux nus propriétaires. Le nu propriétaire, de son côté, sa principale obligation, en réalité, c'est celle d'assumer les gros travaux, ce que l'on appelle les travaux de structure, on pourrait dire les travaux qui concernent le gros œuvre, avec des tas d'interprétations de ce point de vue-là des tribunaux pour qu'est-ce qui est qualifié vraiment de gros travaux ou pas gros travaux, à voir selon les cas. Pourquoi investir en démembrement? Deux raisons. Ça peut être un investissement financier ou une façon d'anticiper la transmission successorale. Un investissement financier, c'est une façon générale, par l'intermédiaire de sociétés, de récupérer un immeuble de rapport sans avoir immédiatement la propriété. Donc on fait un investissement. Dans un premier temps, comme vous n'achetez que la nue propriété, vous n'avez pas forcément l'usufruit, donc vous n'avez pas forcément les revenus qui augmentent votre imposition. La durée, si cet investissement est fait par l'intermédiaire d'une structure, est fixée, on va dire déterminée, et à l'issue, le nu propriétaire récupère la propriété du bien. Avantage en cas de cession future, c'est qu'en matière de calcul de plus-value, la plus-value est calculée toujours à partir du moment où vous avez acquis la nue propriété, et non pas à partir du moment où l'usufruit s'éteint et se reconstitue. Donc c'est une façon qui en général est plutôt un investissement financier, je devrais dire, c'est un mode d'investissement. C'est aussi plus souvent un mode d'anticipation de la transmission successorale. Alors, avec juste une précision sur ce qui concerne le fait de démembrer et d'acquérir en démembrement, c'est que nous avons la naissance d'un nouveau texte fiscal, l'article L64A du Code général des impôts, qui interviendra à partir du 1er janvier 2020, pour les actes à partir du 1er janvier 2020, qui va augmenter notre vigilance sur ces actes en démembrement de propriété, parce que l'administration va avoir la possibilité de requalifier ces actes-là lorsqu'ils auront un but principalement fiscal. Ce qui fait qu'il faut quand même que l'opération ait un autre avantage que la fiscalité si l'on veut pouvoir en garder tous les bénéfices. Et de la même façon d'ailleurs, au niveau de l'anticipation successorale, en général, quand on fait un démembrement, souvent on le fait dans le cadre d'une donation, c'est-à-dire qu'on a un bien et puis on donne en gardant l'utilisation. C'est une façon de créer le démembrement. Et puisqu'aujourd'hui on ne parle pas de donation, on parle de vente, on peut aussi faire cette opération en achetant
avec ses enfants, par exemple. Les parents acquièrent l'usufruit et les enfants la nue propriété avec une condition tout à fait impérative, c'est d'avoir la capacité de prouver, évidemment, que les fonds sont des fonds qui appartiennent aux enfants. Souvent, on fait une donation de la somme d'argent aux enfants et ensuite on déclare que, bien sûr, la somme leur provient d'une donation de façon à ce que l'administration ne puisse pas présumer une quelconque fraude sur l'origine des fonds qui a créé ce démembrement. Voilà pour les opérations liées au démembrement de propriété. Deuxième partie concernant les modalités particulières des ventes, concernant le règlement du prix de la vente. Une vente est toujours consentie moyennant un prix, c'est la contrepartie en fait de la livraison d'un bien. Et le prix n'est pas toujours payé immédiatement, c'est le cas de ce que l'on appelle la vente à terme. La vente à terme, c'est le fait de vendre son bien en délivrant immédiatement le prix. Je vous ai dit une bêtise. Je délivre le bien, pardon. En revanche, le prix n'est pas payé immédiatement, ou en tout cas pas en totalité. Ça veut dire que le prix va être fractionné et c'est complètement différent de la vente en viager, parce que là, il n'y a pas du tout de notion liée à la durée de vie de la personne qui vend. C'est-à-dire qu'en réalité, on va prendre le prix et on va le diviser en fonction du nombre de termes que l'on veut prévoir pour son paiement. Cette vente, on va voir ensuite un petit peu plus en détail, elle peut concerner un bien qui va être vendu libre, c'est-à-dire le propriétaire acquéreur récupère immédiatement l'utilisation du bien, ou alors occupé parce que le vendeur garde un droit d'usage et d'habitation, il reste dans le bien jusqu'à un délai qui est prévu, jusqu'à la fin de sa vie, peu importe, mais le fait est que le prix n'est pas indexé sur sa vie. C'est bien une grosse différence avec le premier acte que nous avons vu tout à l'heure. Quel est l'avantage de cette vente? Première chose, en tout cas pour l'acquéreur, c'est que ça lui permet d'investir dans l'immobilier sans avoir à régler immédiatement le prix et à le régler par fractions successives. Si le bien est libre, c'est encore mieux, il va rentrer dans le bien sans avoir payé la totalité du prix. Et ça lui permet de déterminer une durée qui lui convient, une durée d'engagement qui lui convient en anticipant la situation sur son budget. Le vendeur, de son côté, il perçoit donc un prix qui est fractionné et qui n'est pas imposable parce que le prix n'est pas imposable puisque ça n'est pas une rente. C'est un prix de vente, c'est un capital. Donc s'il doit y avoir imposition, la seule imposition qu'il peut y avoir dans ce cas-là, c'est l'imposition au titre de la plus-value. C'est au moment de la vente, je vends un bien, je peux toujours être soumis à la plus-value, mais en revanche, le prix lui-même qui est fractionné ne sera soumis à aucune fiscalité particulière, c'est un morceau du prix. Pour le vendeur, si le bien a une utilisation différée, eh bien, ça veut dire qu'il pourra rester dans son bien tout en percevant ensuite le prix qui lui est dû. Bien sûr, le prix, il peut être soit divisé et rester au nominal, soit bien sûr indexé sur un index qui sera fixé ou un taux d'intérêt, à considérer bien sûr que ce soit dans les règles des taux sans dépasser les taux d'usure. Et pour le vendeur, je dirais que les avantages sont plutôt du côté de l'acquéreur parce que pour le vendeur, c'est quand même une prise de risque, il faut le noter. Le vendeur délivre un bien, mais n'est là non plus pas payé immédiatement du prix. Donc, comme dans la vente avec le paiement en viager, de la même façon, il y aura des garanties pour le vendeur qui va avoir ce que l'on appelle toujours un privilège de vendeur et également une clause résolutoire, c'est-à-dire la possibilité de récupérer son bien si par cas l'acquéreur ne payait pas. En étant quand même bien conscient que lorsque la situation se présente, même si la clause est indiquée dans l'acte, même si le tribunal l'appliquera, lorsque l'acquéreur ne fait preuve que d'une faible bonne foi, il faudra quand même aller le faire constater, ce qui engendrera quand même des frais. Donc il faut savoir que quelque part dans ce type de vente, c'est le vendeur qui fait la banque, très clairement. Le vendeur remplace la banque. Bon, alors à l'heure actuelle, c'est vrai que les taux d'intérêt étant ce qu'ils sont, ça reste parfois un petit peu risqué pour le vendeur, il faut le savoir. Deuxième façon de devenir propriétaire sans pour autant payer le prix immédiatement, c'est ce que l'on appelle la vente en état futur d'achèvement. Qu'est-ce que la vente en état futur d'achèvement ?
C'est ce que l'on appelle souvent la vente sur plan. C'est généralement un mode d'acquisition pour un investissement locatif, très souvent d'ailleurs dans des régimes de défiscalisation. Comment ça se passe? Eh bien, vous allez acheter un bien qui n'est encore pas construit. Vous allez donc l'acheter sur plan. Et donc forcément, le prix ne va pas être réglé immédiatement en totalité puisque le bien n'est pas encore construit. La loi organise le fait que le prix va être payé au fur et à mesure de la construction. Ce qui veut dire qu'avec des particuliers, la loi a organisé un cadre très strict de protection de façon à être sûr que vous allez récupérer votre bien à l'issue de la construction, enfin en tout cas à l'issue de la construction, et ne pas payer plus que ce qui serait dû par rapport à l'état d'achèvement du bien. Donc, dans un premier temps, l'acquéreur, il achète un bien sur la base d'un descriptif, sur la base d'un plan et d'un descriptif pour lui expliquer quelles seront les caractéristiques de l'immeuble, quelles seront les caractéristiques du bien qu'il va acquérir, les matériaux, etc. Au moment de la signature de l'acte, il aura à payer le prix qui concerne le terrain en fait, et le départ des constructions. Et puis ensuite, au fur et à mesure des travaux, la suite du prix sera appelée. Donc généralement, ce type d'opération s'effectue en 2 étapes. La première qui s'appelle le contrat de réservation, donc c'est la première étape avec le vendeur promoteur. Petit contrat de réservation qui là aussi est très encadré par la réglementation, qui doit contenir des mentions obligatoires, notamment la consistance du bien que vous achetez, avec la surface en mètres carrés, le nombre de pièces principales, l'énumération des dépendances, la localisation, bien sûr le prix de vente et les conditions de sa révision, parce que le prix peut être fixe, mais il peut aussi être révisable, la date à laquelle le contrat définitif sera conclu, le délai d'exécution des travaux, donc en fait vous dire à quel moment, à quelle période la livraison interviendra, et puis le rappel des conditions prévues par la loi, des conditions légales qui permettent à l'acquéreur de renoncer à son achat, parce que comme toute opération en matière d'immobilier, pour un acquéreur non professionnel, celui-ci bénéficie d'un délai pendant lequel il peut se rétracter. Un dépôt de garantie peut être versé et il le sera sur un compte spécial puisque là encore, aucune somme n'est remise complètement au vendeur pour la raison claire que le bien n'est encore pas construit et sa propriété ne va être transférée qu'au fur et à mesure de sa construction. La deuxième étape, comme habituellement, c'est l'étape de la vente qui sera précédée, et c'est la particularité de cette opération, d'un projet obligatoirement envoyé 1 mois avant la date fixée, en tout cas c'est le principe. Projet qui vous permettra de vérifier que ce que vous allez finalement définitivement acquérir correspond bien à ce que l'on vous avait proposé au moment du contrat de réservation. Donc l'opération, c'est le moment de vérifier que l'acte comprend bien les mêmes choses, la description du bien, le prix et l'échelonnement du paiement du prix et, chose très importante, les garanties financières et d'achèvement. C'est la responsabilité de votre notaire de vérifier que toutes ces conditions sont remplies, c'est-à-dire votre notaire est là pour vérifier que votre vendeur a bien toutes les garanties qu'il faut pour achever le bien, ou en tout cas permettre le remboursement si par cas le chantier devait s'interrompre. Si des modifications étaient intervenues entre la réservation et l'étape définitive, eh bien ça redonnerait lieu à une discussion puisque le principe étant qu'il ne doit pas y avoir de modification substantielle entre ces 2 étapes. Donc le prix est réglé au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ce qui signifie aussi que c'est un mode de propriété particulier parce que vous devenez propriétaire du bien, mais vous n'allez pas avoir tous les attributs de la propriété. C'est le vendeur qui généralement, et de manière certaine, va garder la vérification des constructions. Ce n'est pas vous qui allez aller sur le chantier avec votre petit casque pour vérifier où en sont les travaux. Cette responsabilité-là, elle reste au vendeur. La responsabilité de l'acquéreur, c'est d'acquitter le prix au fur et à mesure, conformément aux étapes que la loi prévoit en fonction de l'état d'achèvement du bien. Et pour s'assurer que le vendeur ne vous demandera pas plus que l'état d'achèvement du bien, la loi a prévu donc ces garanties d'achèvement qui sont données par une banque, en fait, une garantie bancaire pour s'assurer que l'opération ira à son terme. Cette garantie-là, donc, qui est financière,
elle vient s'ajouter à toutes les garanties liées à un immeuble neuf. Quand on récupère un immeuble neuf, celui-ci a les avantages d'être garanti au titre des vices apparents, au titre de l'isolation phonique, de la garantie décennale pour une durée de 10 ans pour tous les désordres qui affecteraient le gros œuvre du bien. Vous bénéficiez de cette garantie, qui est un des avantages d'un immeuble neuf. Et cette garantie décennale, d'ailleurs, elle doit... L'attrait de ce type d'acquisition, c'est principalement lié au fait que vous allez acheter un bien qui est neuf, avec les garanties du bien neuf dont on a parlé, avec donc une fiscalité d'acquisition qui est un petit peu moins importante que la fiscalité d'un bien déjà bâti, puisque les frais d'acte sont un peu inférieurs. La possibilité d'avoir un petit peu moins de taxes foncières, puisque sur les immeubles neufs, il y a une décote pendant les premières années. Et en général, une réduction d'impôts parce que souvent, ces ventes en état futur d'achèvement sont réalisées dans le cadre des investissements locatifs qui donnent lieu à des réductions d'impôts. Dernier mode d'acquisition, la location-accession. Alors la location-accession, c'est un mode d'acquisition qui est mixte. C'est-à-dire qu'il y a deux étapes. Il y a une phase pendant laquelle l'acquéreur est locataire, puis une phase pendant laquelle il va avoir la possibilité d'acquérir et donc de devenir propriétaire. C'est-à-dire qu'on lui donne l'option de pouvoir acquérir le bien. Donc c'est un acte qui doit être publié, mis à jour au service de la publicité foncière. Ça concerne n'importe quel type de bien. La seule particularité, c'est qu'il y a vraiment deux étapes. Et donc, dans la partie de la somme qui est versée, il y a une partie qui est affectée à la location et une partie qui est affectée à l'acquisition. C'est un régime extrêmement encadré en matière de particulier pour l'habitation. Autrement dit, on ne décide pas soi-même du montant qui est affecté à la location et à l'acquisition. C'est un mode d'acquisition qui peut être intéressant évidemment pour l'acquéreur parce qu'il a une phase de location, puis ensuite ça lui permet de manière plus douce de devenir propriétaire du bien et puis d'imputer une part de ce qu'il avait versé sur le prix d'acquisition, pas la totalité encore une fois. Et ça peut être aussi intéressant pour le vendeur, puisque ça lui permet lui aussi d'étaler l'opération, en sachant quand même que le vendeur est imposable sur la fraction locative de la redevance au titre du revenu foncier. Attention, parce que si cette opération est mise en œuvre, mais que l'acquéreur, le locataire acquéreur décide de ne pas lever l'option, eh bien il faudra rendre à cet acquéreur la part du prix qui correspondait à l'acquisition du bien. Autrement dit, la part de location, elle sera conservée, mais la part qui était la fraction de la redevance qui était liée à l'acquisition du bien devra être restituée. C'est un mode d'acquisition qui est peu utilisé parce qu'assez contraignant en matière d'habitation pour des particuliers dans le cadre d'une habitation, de la loi de l'habitation. Donc c'est un mode d'acquisition un petit peu moins utilisé que les autres. Voilà pour l'exposé que je voulais vous faire. Et puis je vais maintenant vous laisser la parole. Je vous remercie de votre écoute et à mon tour de vous écouter et de répondre à vos questions.